Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Il y a urgence pour la trentaine de familles du logement GIP. Alors que les fissures de leur immeuble s'élargissent de jour en jour, elles n'ont aucune solution de relogement. Pourquoi les jeunes se bagarrent-ils les mercredis après-midi? Richard, 19 ans, un bagarreur, nous explique dans un instant ce qu'il a entraîné dans l'engrenage de la violence. Il compte sortir de là grâce aux stages offerts par les clubs de sport de combat. La précarité étudiante au cœur d'une enquête lancée par l'ISPF et la délégation pour la prévention de la jeunesse. 4500 étudiants de l'UPF, de la CCSM et des établissements privés sont concernés. Et comme chaque mercredi soir, le docteur Didier Bondou répond aux questions des internautes, des questions qui tournent surtout autour de la vaccination. Bonsoir, à tout à l'heure. Et puis cap sur les Tuamotu pour le round 3 de la RTT Irua Hurwe, une journée marquée par les belles performances de nos champions. Les précisions de Maruki Duri, c'est un peu plus tard dans ce journal. Enfin, pour terminer, au cœur du Fénois nous emmène sur les quais de Taha, le poumon économique de l'île Vanille. Mais d'abord, souvenez-vous, en décembre dernier, on vous parlait d'une trentaine de familles en détresse logées dans l'immeuble To'arei, un bâtiment fissuré de toutes parts suite à la construction d'un autre immeuble mitoyen. Quand on est chez nous, on a parfois l'impression qu'il y a un tremblement de terre, nous a confié Cheyenne, l'une des habitantes. Que leur réserve-t-on à ces familles aujourd'hui? On voit cela avec Thierry Stamfleur, Teivaribe et Hiro Terurutua. Catastrophé, je suis sur la mezzanine au 5e ou 6e étage. Moi, écoute, je dirais qu'il faut que ces personnes s'en aillent tout de suite, quoi. Le constat alarmiste de cet architecte, effaré de ce qu'il a vu, a paradoxalement soulagé la majorité des habitants. Tout a commencé avec le chantier de construction d'un immeuble collé contre le bâtiment GIP. Au moment du creusement des fondations, cela tremblait de partout selon les familles. Mais les fissures et les dégâts sont apparus au fil des mois. Petit à petit, ça commençait avec des petites fissures de rien du tout. Et c'est plus au deuxième semestre l'année dernière où ça a commencé à se dégrader et à évoluer assez rapidement. J'ai l'impression que ça peut s'écrouler. On entend péter de tous les côtés, on voit des fissures de tous les côtés. Et oui, combien de temps ça va continuer encore ? On a l'impression parfois qu'il y a un tremblement de terre, tellement cela bouge, ajoutera Cheyenne. Sauf que ce sont surtout les appartements adjacents au nouveau bâtiment qui ont subi des dégâts. À l'autre bout, Solange, elle n'a pas de problème particulier chez elle et a du mal à comprendre pourquoi elle devrait quitter son logement. Je ne veux pas partir parce que où je vais aller? Comme mon chéri, il est malade là. On n'a rien. Mais on est bien dans notre appartement là. Mais si une partie du bâtiment GIP venait à s'écrouler, le reste suivra bien sûr. La mairie l'a bien compris, même s'il faudra, selon elle, attendre l'expertise judiciaire en cours. J'ai donc de faire une expertise complète du bâtiment. Et à la suite de cette expertise, effectivement, je pense qu'on sera amené à prononcer la sortie de ces familles. Bon, j'espère pour certains d'entre elles qu'elles pourront se reloger dans d'autres membres de leur famille. Pour les autres, nous allons être obligés de nous rapprocher de l'OPH. 28 familles à reloger, la tâche ne sera pas simple, mais l'urgence semble réelle. Quant aux responsabilités sur la dégradation du bâtiment, ce sera à la justice de se prononcer plus tard, une plainte contre X ayant été déposée. Voilà, le combat de ces familles est encore loin d'être gagné. Et dans les rues de Papeete, ce sont les bagarres que les clubs de sport de combat tentent d'endiguer. Le centre-ville de Papeete est devenu les mercredis après-midi le lieu de rendez-vous des jeunes, le lieu où des bandes rivales se bagarrent également. Nous avons recueilli le témoignage d'un jeune de 19 ans. À visage découvert, il raconte comment il est tombé dans l'engrenage des combats entre bandes rivales. Lucille Guichet-Tirao, Patrick Tinsing. Richard a 19 ans. Il fait partie d'une bande de Papeete. Il accepte de nous raconter ses affrontements auxquels il a participé dans la capitale. J'ai commencé à faire des bagarres en groupe à l'âge de 12 ans. Quand j'ai commencé à venir me balader en ville avec mes collègues de quartier. Et quand je venais en ville, je me battais juste pour, pour plaire aux gens, pour me montrer. Je crois que c'est l'orgueil, notre orgueil. Des fois, ça commence juste par un simple regard.
et qui se termine par une bagarre. La règle de la rue, s'affronter à la loyale, avec le même nombre de chaque côté. Mais souvent, les règles s'envolent et les affrontements dégénèrent. Une seule fois, ça a été grave pour moi. J'ai atterri à l'hôpital et j'ai retenu une bonne leçon. Ensuite, je me suis dit que c'était pas bien de se battre dans la rue et qu'il y avait d'autres solutions pour régler ça que de régler par la violence. On peut très bien régler par la parole. Je me suis déjà fait embarquer. À chaque fois que je quitte la maison, ma famille s'inquiète beaucoup pour moi et se demande si je vais revenir à la maison intact. Et moi, de mon côté, je fais tout pour rentrer intact. Le mercredi, le centre-ville de Papeete devient un grand terrain de jeu pour une jeunesse désœuvrée. Toute la nuit ici, il y a des jeunes aussi, ils s'en foutent. Gros. Moi j'ai vu un qui s'est fait poignarder. Et ensuite il est venu nous voir, il coulait du sang, c'est bon. Ce mercredi, Richard se rend au parc Bougainville avec ses amis comme d'habitude. Mais cette fois, il participe aux ateliers organisés par les clubs de boxe. Aujourd'hui, les jeunes sont invités gratuitement à apprendre un sport et en respecter les règles. Je me suis bien amusé, je me suis vraiment dépensé à un point où je ne vais plus aller le mercredi en ville me battre. Aujourd'hui, Richard reçoit encore souvent des messages de ses amis pour se joindre aux bagarres. Il assure désormais réfléchir à 2 fois avant d'y participer. Égard aux mauvaises fréquentations, justement, elles peuvent conduire à la prison. C'est ce qui est arrivé aux 6 prévenus jugés hier en correctionnel, impliqués dans l'importation de plus d'1 kilo d'ice. Titi et Terhinoui Salmon, les 2 commanditaires, écopent de 6 ans de prison avec mandat de dépôt et confiscation de leurs biens. L'intermédiaire Tiao Shin, 4 ans de prison avec mandat de dépôt. Touter et Montaron, 2 ans de prison ferme et 2 ans de prison également pour les 2 mules. Selon Vincent Dubois, avocat de Touter et Montaron, le fait de collaborer avec la justice peut avoir ses effets sur la décision finale. Il est au micro de Mirito Matariri. Il faut aussi bien comprendre que ceux qui voudraient encore continuer de faire ce type d'importation vont à chaque fois prendre des peines de plus en plus élevées. Ça, c'est le premier message. Mais en contrepartie, ceux qui participent, ceux qui collaborent avec les services judiciaires, ceux qui reconnaissent les faits, ceux qui n'essayent pas de tromper le tribunal, on tient en compte ces éléments-là. C'est d'ailleurs prévu par la loi. Mais le tribunal aussi applique cette politique de prise en compte de la collaboration des prévenus. Donc la décision qui a été rendue aujourd'hui correspond à ce qu'on espérait. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier, je n'ai pas contesté les réquisitions en ce qui concerne mon client, parce que je les estimais à la fois proportionnées à ce qu'il avait fait, à la gravité des faits qu'il avait commis, mais également à son comportement depuis qu'il avait été interpellé. Comment lutter contre l'ICE, un thème qui sera largement abordé demain avec Chiti Ménesson, l'invité café de votre matinale radio. Le créateur de la page Facebook Lutte contre l'ICE viendra nous expliquer sa manière à lui de combattre ce fléau. Un mot de politique à Aroué. Philippe Chil revient à la charge. Le maire sortant, non content de la décision du tribunal administratif d'avoir annulé les élections municipales du 28 juin dernier, a déposé un recours contre cette décision. Philippe Chil réclame cette fois l'inéligibilité de Teoura Iriti. Je vous le disais en titre, la précarité étudiante est au cœur d'une vaste enquête lancée par la délégation pour la prévention de la jeunesse et l'association Avenir étudiant. Si les boursiers d'État de l'UPF touchent jusqu'à 67 000 francs mensuels, ceux qui sont aidés par le territoire, eux, ne touchent que 40 000 francs. Nous avions rencontré il y a quelques mois des jeunes en grande précarité sur le campus. Brigitte Olivier et Mirko Van Faux sont allés leur demander si leur situation s'est améliorée. Hayata a fait de la pauvreté des étudiants son combat quotidien. Nous l'avions déjà rencontrée il y a 6 mois et elle nous montrait son ordinaire. Une chambre minuscule partagée à 2, une armoire remplie de nourriture industrielle de mauvaise qualité. Depuis le coup de gueule de l'association Avenir étudiant qui s'est ralliée à la grande contestation en métropole, il y a un peu d'amélioration. Moi je dirais que oui, dans le sens où le CROUS, l'État a mis en place une subvention pour payer les repas des étudiants. Donc les repas à 120 francs ici.
Et ils appliqueront justement le deuxième repas à 120 francs bientôt. Du coup, ce sera un petit déjeuner et un déjeuner. 2 repas quotidiens à 120 francs par jour, c'est déjà ça. Et d'autres étudiants ont pu obtenir l'aide au logement en espérant que le dispositif soit maintenu. Mais la LE n'est pas une aide fixe. Il faudrait que le Haut-Sahara et puis le pays puissent en discuter pour pouvoir fixer définitivement cette aide. La délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse va mener une vaste étude auprès de 4 500 étudiants polynésiens afin d'établir un constat précis des besoins. Teva, en ces temps de Covid, affirme qu'il a redoublé sa 3e année à cause de la précarité. L'année dernière, déjà, j'habite dans une maison, on va dire, en tôle. Je n'ai pas forcément le courant chez moi et ça a été un handicap pour moi parce que j'ai pas pu, s'il n'y a pas de courant, on n'a pas d'internet forcément. Et j'ai pas pu en fait passer mes examens en ligne. Bon, mon père, c'est le seul qui a travaillé et qui perçoit une retraite, mais c'est pas assez pour pouvoir subvenir à nos besoins, à nous tous. Donc j'essaie en fait par moi-même de me débrouiller, de pouvoir par moi-même subvenir à mes besoins. Le budget de Teva est à ce titre édifiant. Il dispose de 39 000 francs par mois alloués par l'État. Et une fois ses frais fixes payés, il ne lui reste que 8 300 francs pour vivre. Cela étant, depuis qu'une prise de conscience est effectuée, des paniers ont été distribués par la délégation contenant des produits d'hygiène notamment et des vêtements inabordables pour un étudiant pauvre. C'est vraiment difficile pour nous de pouvoir joindre les deux bouts, de pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois. Mais comme je le disais précédemment, grâce aux aides qui ont été mises en place, ça va mieux. Il lui faudra tenir encore 2 ans ainsi avant de pouvoir obtenir son diplôme pour travailler. Rien que sur le campus d'Otumaoro, il serait 53 dans sa situation. Santé, à présent, le bilan Covid du jour tend à la hausse. On compte 78 cas actifs ce mercredi, soit 15 de plus qu'hier. 23 cas supplémentaires ces dernières 24 heures, soit 8 de plus. Donc 8 patients hospitalisés, dont 2 en réanimation. Docteur Didier Bondou, merci d'être toujours au rendez-vous. Question générale tout d'abord. Près de 7200 personnes ont reçu leur premier vaccin aujourd'hui. Font-ils l'objet d'un suivi médical ? On ne peut pas vraiment parler de suivi médical. Par contre, chaque événement qui peut être relié à la vaccination est notifié via la direction de la santé, envoyé dans les services de pharmacovigilance, je pense via la métropole, et tous ces symptômes-là sont répertoriés et classifiés. On ne suit pas au jour le jour les gens vaccinés s'il n'y a pas lieu de le faire. La quarantaine prolongée à 10 jours avec des tests donc au 4e jour et 8e jour également. Ça vous rassure en tant que médecin ? C'est toujours rassurant de multiplier les tests. Maintenant, on sait très bien qu'un test négatif ne prouve pas la négativité de la maladie. On l'a suffisamment vu ces derniers mois et depuis l'évolution de ce Covid. C'est quelque chose de rassurant, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. La clinique prime. Venons maintenant aux questions des internautes. Pour Heri Viriamou, se faire vacciner à Tahiti d'un vaccin classique type AstraZeneca, ça peut déclencher un résultat positif au test PCR ? Alors non, pour la bonne et simple raison qu'on n'injecte pas le virus du Covid. Le test PCR recherche en fait, en amplifiant un peu la réponse, il y a une présence de l'ARN viral virus du Covid. Ce vaccin AstraZeneca est fait à partir d'adénovirus atténués, donc en aucun cas ça positivera les tests PCR, sauf si le patient entre-temps contracte le Covid. Autre question de Taka, pour la vaccination, qui prend la responsabilité en cas d'effets secondaires ? Alors, les effets secondaires, d'abord, il faut pouvoir les ramener au cas de Covid. Je pense que ce dont elle veut parler, c'est les effets secondaires potentiellement graves nécessitant hospitalisation. Là, je pense que comme tout à chacun, la société et la gestion de la santé prendra en charge ce genre de complications graves. Ensuite, quid de la prise en charge de la maladie elle-même si on ne se fait pas vacciner ? Une question de Marc. La vitamine C et D, le zinc et les antibiotiques donc sont efficaces contre la Covid. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Alors, c'est une affirmation qui ne fait pas ses preuves, d'abord. Rien d'efficace pour le moment. Le zinc, la vitamine C, tous ces produits sont censés augmenter un petit peu la réponse immunitaire, nos défenses immunitaires, mais ce n'est pas du tout un traitement contre le Covid. D'ailleurs, j'engage un petit peu les téléspectateurs qui sont intéressés à aller sur un site très bien fait, qui est tout simplement le site de l'INSERM, site internet de l'INSERM en métropole, et de ne pas se contenter des sites fake médicaux.
Brigitte Domar, combien de temps dure l'immunité de la personne vaccinée après la seconde injection? Alors pour le moment, on n'en sait rien du tout. Les études sont en cours pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas beaucoup de recul sur ce fameux vaccin. On sait qu'il est efficace. On a quand même la preuve on a presque 100 millions de personnes vaccinées jusqu'à maintenant. Et entre autres, l'État d'Israël fait état d'une très nette diminution des hospitalisations en réanimation et d'un franc succès de la vaccination. Donc on peut dire que c'est efficace. Maintenant, combien de temps durera l'immunité? On ne sait absolument pas. Une question de Thierry. En Europe, l'AstraZeneca provoque des effets secondaires. Selon vous, est-ce que vous êtes au courant si le pays risque d'envoyer ce vaccin en Polynésie? De ce que je sais, il n'en est pas question. Je pense que pour le moment, on en reste au vaccin Pfizer. Peut-être que prochainement, le vaccin qui devrait arriver sur le marché Johnson & Johnson sera en monodose, en injection monodose, exactement comme les vaccins de la grippe actuellement. Donc ce sera probablement beaucoup plus facile de vacciner les gens, en particulier dans les îles. Merci beaucoup Didier Bando d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve donc mercredi prochain. Voilà qui referme ce chapitre santé. À Moria, une nouvelle association à Paruru et à Moria veut sensibiliser la population au sujet d'un projet résidentiel baptisé Faratea qui serait situé sur Papau. Ses membres invitent la population à s'intéresser au projet en participant à l'enquête publique en cours jusqu'au 9 mars. Il est question d'y construire 42 villas, dont 36 en hauteur et 6 en bord de mer. Les précisions de Tani Chun au micro de Nohaura Rurua. Je dis waouh, un projet d'une telle ampleur, est-ce que la population est au courant justement de ça? Et en fait, dans ma démarche première, c'était vraiment de sensibiliser et que justement les gens se rendent à la mairie pour voir le dossier et écrire ce qu'ils en pensaient en fait. C'était vraiment ça le but ultime. Et après, tous les jours, on avait reçu des informations nouvelles qui nous fait que au début c'est parti d'un projet et aujourd'hui c'est vraiment protéger Moria, l'île qui nous a vu grandir et qui nous a tellement donné. Et c'est important, surtout les jeunes justement, j'invite vraiment les jeunes à nous rejoindre dans ce mouvement. On parle du réchauffement climatique, on parle des océans pollués, on parle de tout ça et nous on a un paradis, on a vraiment de l'or entre les mains. Et on est en train de le vendre au rabais à cause justement de la situation économique qu'on rencontre aujourd'hui. L'objectif de l'association étant bien sûr que les projets sur l'île respectent l'environnement. Quittons l'île Sœur pour les Tuamotu où la RTT Reiroa Horwe bat son plein avec des conditions optimales pour le départ du round 3, des vagues quasi parfaites en début de matinée. Dans les premières séries encore, les favoris confirment leur suprématie en se qualifiant pour les quarts de finale. Mais attention tout de même au jeune Teare Teinaore qui connaît bien donc son spot de Avatoru. Justement, Maruki Duri nous en dit plus. Oui, grosse journée de compétition aujourd'hui, mais quelque peu perturbée par un passage pluvieux en milieu de journée. En début de journée, à 8 heures, lorsque le troisième tour en surf a été lancé, les conditions étaient magiques, parfaites, on peut le dire, avec des tubes qui déroulaient tout au long du récif de Avatoru. Puis, aux alentours de 9h30, 10h, ça a commencé à se gâter avec la pluie et le vent qui sont apparus. Les organisateurs ont donc décidé de suspendre l'événement jusqu'à 13h. Au moment de la reprise, les conditions étaient plutôt moyennes, mais elles n'ont pas cessé de s'améliorer durant tout l'après-midi. C'est donc l'intégralité du troisième tour en surf qui a pu se disputer. Les bodyboards également ont pu se mesurer les uns aux autres en quart de finale. Une journée parfaite ce matin, plus mitigé cet après-midi, mais ce qui compte, c'est que la compétition a bien avancé et le résumé de tout ça, c'est à retrouver juste après votre JT dans la page spéciale préparée par notre équipe ici, à Rongiroa. Merci beaucoup Maruki Duri pour ce point. On vous retrouve donc demain. Et puis cette information de dernière minute, sachez que la Nouvelle-Calédonie est en préalerte cyclonique. Et les compétitions de VAA reprennent aussi à Nukuhiva. Cette semaine, focus sur le championnat 2021. Plus d'une vingtaine de participants de Taioha est sur la ligne de départ de cette première étape en V1 avec la présence des rameurs incontournables de l'AS Heimataiki et l'AS Nuku Ahoe. Après 1h26, Jean Maurirere remporte le challenge de 14 km, quelques secondes seulement devant Charles Dean et Vincent Santos. On écoute le vainqueur au micro de Marie Curva. C'était une super course
avec un temps couvert, peu de pluie. Et les parcours c'était Pater, Matao, Kauhok et revenir à Matao. En allant c'était calme, arrivé derrière Matao il y a un peu plus de vent, mer agitée. Mais à la redescente ça allait, il y avait quand même des jolies sèches. Mais arrivé à Matao, mes deux copains ils se sont trompés de parcours, ils sont descendus en bas. Alors qu'il fallait revenir par Matao et longer la baie. J'ai pas pu les appeler, mais je suis revenu. Je suis revenu pour vite aller à l'arrivée. Et voilà, c'est par là que j'étais premier. Et la deuxième étape est prévue donc dans 1 mois et demi. Et comme promis, Au cœur du Fénois nous emmène à Taha. Là-bas, les 5000 habitants sont ravitaillés chaque semaine par 3 navires. L'arrivée des chargements est toujours un moment plein de vie, l'occasion pour les agriculteurs de l'île d'exporter leurs fruits et légumes vers l'île de Tahiti. Le reportage de Punoa Toti et Désiré Fonsang. Chaque vendredi, la scène se répète. Dès 5 h du matin, les 3 bateaux de ravitaillement se succèdent sur le quai de Tapuamu, le Taporo 7, le Hawaii et le Marivanui. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les habitants de Taha. Ils viennent récupérer leurs marchandises en provenance de Tahiti. Le bal des élévateurs peut commencer. Il faut compter environ 2 heures pour décharger chaque navire. À peu près le Hawaii 30 minutes à 20 minutes. Et je pense que Tapo, il prend 1 heure ou 1 heure et demie. C'est quand il y a des jours de fête, quand les magasins commencent beaucoup. C'est souvent qu'on peut, comme vous le voyez ici, tôt le matin, les 2 bateaux arrivent. Les habitants apportent aussi des produits made in Taha. Parmi ses habitués se trouve Hugo. C'est lui qui expédie les cocos récoltés par la population. Au total, plus de 10 tonnes sont embarquées sur le Taporo, destination le marché de Papeete. Comme vous le voyez derrière moi, c'est la récolte d'une année. Il est toujours complet. Il arrive parfois que certains colis se perdent en route, une dizaine depuis le début de l'année. Mais pour les habitants des îles, ces navires sont le seul lien qui les relie à Papeete. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. La situation est urgente pour la trentaine de familles qui vivent dans l'immeuble To'arei, l'immeuble GIP fissuré de toutes parts suite à la construction d'un autre immeuble mitoyen. Elles ne savent toujours pas si elles doivent être évacuées ou pas cette semaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures vos infos radio. Restez avec nous pour votre page spéciale Ertretir Eiroa Horwe, suivie d'Outre-mer et Si on bougeait les lignes. 20h20, votre film Proven Innocent. Belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet